à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéo TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce nouveau numéro d'Ostéomag, nous recevons aujourd'hui Arnaud Crépin, ostéopathe biomécanicien chargé de l'enseignement sur le système viscéral au sein de l'école Ostéobio. Nous aurons également la chance de retrouver Alice et Nicolas pour la tant attendue revue des médias. Arnaud Crépin, bonjour, vous êtes ostéopathe depuis 15 ans, vous avez commencé votre profession dans un cabinet libéral à Dijon, puis Paris 13, et maintenant vous exercez à Rebais. Oui, c'est ça. J'enseigne depuis un peu plus de 10 ans, même maintenant, à l'école Ostéobio, et puis je suis passé aussi par Tournon-en-Brie dans l'exercice en cabinet libéral. Et vous êtes également chargé de l'enseignement sur le système viscéral depuis 10 ans à Ostéobio. Alors comment vous est venue cette orientation et surtout pourquoi avoir voulu l'enseigner ? D'abord et avant tout, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le formateur que j'ai eu qui m'a donné envie de prolonger son expérience, Louis-Yves Goëlo, qui était aussi bien un bon pédagogue surtout qu'un bon praticien avec sa gestuelle et puis son esprit convivial dans sa formation qui m'ont donné envie de continuer à former à mon tour. D'accord, qui est toujours professeur aussi à Ostéobio. Oui, exactement, ouais, qui est toujours enseignant à Ostéobio et qui sera notre président d'honneur lors du prochain congrès Ostéobio. Alors, la plupart du temps, ostéopathie rime avec douleur articulaire et surtout douleur du dos. Mais on va le voir avec vous, l'ostéopathe peut également prendre en charge les problèmes viscéraux. Mais la question que tout le monde se pose est de savoir quelles pathologies peuvent être traitées en ostéopathie viscérale. Alors, le champ d'action de l'ostéopathie viscérale est assez vaste. D'abord, il faut peut-être redéfinir ce qu'est l'ostéopathie viscérale. On va considérer que l'ostéopathie viscérale, c'est l'ostéopathie qui s'applique, donc les techniques ostéopathiques qui s'appliquent aux viscères. Et les viscères étant tous les organes qui sont situés dans les cavités de l'organisme. Donc ça intègre aussi bien les muqueuses crânio-faciales. Donc on va prendre en charge les pathologies ORL chroniques, comme les otites chroniques ou les pathologies rhinosinusiennes chroniques. Il y a également évidemment les viscères qui sont situés dans la cavité abdominale. Donc là on va prendre en charge tous les troubles fonctionnels digestifs, donc la constipation par exemple, le reflux gastro-œsophagien pour citer les principaux. Et puis après on a aussi des viscères dans la cavité pelvienne. Et donc il y a une possibilité de prise en charge qui est un petit peu restreinte par des actes interdits aujourd'hui, mais il y a une possibilité de prise en charge sur certains troubles fonctionnels pelviens comme des douleurs pelviennes chroniques ou des problématiques du système urinaire. Alors c'est un champ d'action assez vaste. Aujourd'hui on va s'intéresser principalement au digestif. Et quand une personne consulte un ostéopathe, elle s'attend principalement à se faire manipuler ou à avoir des mobilisations. Comment ça marche au niveau de l'ostéopathie digestive ? Alors l'ostéopathie appliquée sur le système digestif, d'abord la première chose à dire c'est que il peut y avoir une prise en charge des problématiques digestives par des manipulations ou des mobilisations, comme vous l'avez dit. Mais ensuite, évidemment, on a un arsenal de techniques qui sont directement appliquées sur les viscères et qui sont essentiellement, pour citer les grands modes d'action, des techniques de mobilisation ou de détente ou de stimulation. Alors, quand est-ce qu'on détend ou qu'on stimule Alors, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui de la physiopathologie des troubles fonctionnels gastro-intestinaux, des troubles fonctionnels digestifs, c'est que cette physiopathologie, elle repose beaucoup sur des troubles de comportement moteur du muscle digestif. Donc, essentiellement des ralentissements de temps de transit ou au contraire, des temps de transit qui peuvent être accélérés dans certains cas. On comprend assez facilement ce que ça signifie dans la constipation ou dans la diarrhée, mais dans d'autres troubles fonctionnels, ça s'applique aussi. Et donc forcément, si le temps de transit est plutôt ralenti, on va avoir tendance à appliquer des techniques de stimulation. Si les temps de transit sont plutôt trop rapides avec une fibre musculaire trop contractée, on va plutôt appliquer des techniques de détente. D'accord, mais pour l'appareil locomoteur, lorsqu'une personne se fait manipuler et que ça peut aboutir à un crack articulaire, on sait que la sphère biomécanique ou bien neurologique intervient dans l'action thérapeutique, mais au niveau digestif, comment cela se passe ? Est-ce que c'est la même chose ? D'ailleurs, on entend souvent dire que le tube digestif est le deuxième cerveau. Oui, c'est ça, oui. Alors ça fait un petit bout de temps qu'on sait que le système nerveux
extrêmement dense au niveau du tube digestif et qu'il est en connexion très étroite avec le système nerveux central. Il y a effectivement forcément un biais neurologique. Aujourd'hui, on manque de connaissances. Clairement, la recherche n'est pas assez poussée pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe quand on applique des techniques viscérales ostéopathiques. Mais on a quand même des hypothèses et puis des voies de compréhension qui passent par la sphère essentiellement neurologique. On suppose qu'en appliquant des forces et en déformant les tissus, en faisant varier la fréquence de cette déformation, on va avoir une incidence sur la régulation du comportement du muscle. Donc en stimulant, c'est-à-dire avec des vibrations assez rapides, ou en détendant avec des vibrations beaucoup plus lentes, on ne va pas avoir les mêmes effets. Et aujourd'hui, on sait que ça correspond à peu près à ce qui est proposé par des neurostimulateurs dans certains cas de pathologies assez lourdes. Donc malgré le manque de recherche, il existe des publications d'études qui valident l'efficacité du traitement digestif. Oui, alors en fait, il y a un manque de connaissances sur le mode d'action des gestes thérapeutiques, mais par contre, on commence à avoir quand même un certain nombre d'études qui valident, entre guillemets, l'efficacité de nos techniques. Donc effectivement, on a quelques études qui sont par exemple accessibles sur le site de la SNFGE, la Société nationale française de gastro-entérologie, qui ont été faites avec des ostéopathes et qui montrent l'intérêt de l'ostéopathie dans la prise en charge, surtout du syndrome de l'intestin irritable. Mais on sait aussi qu'on a un certain nombre d'études qui montrent l'efficacité de la prise en charge dans les problématiques de constipation, par exemple. Et il y a des travaux de recherche en cours également ? Alors il y a des travaux de recherche en cours à travers le monde, un peu partout, parce que l'ostéopathie est en phase de développement et la recherche en ostéopathie est en phase de développement. Nous ici à Ostéobio, on a mis en place des protocoles face à des populations exposées à cette problématique de constipation chronique pour vraiment étudier l'efficacité des techniques ostéopathiques, parce que la littérature parle beaucoup d'efficacité des massages abdominaux, ce qui est un petit peu différent que les techniques ostéopathiques qu'on a définies juste avant. Et d'ailleurs, dans une précédente émission où on avait interviewé Cyril Clouseau, on avait parlé de la corrélation entre la lombalgie commune chronique et le traitement digestif. Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'il y a des travaux qui appuient cela en ce moment ? Il y a effectivement une étude très récente qui vient de paraître là, il y a quelques semaines, qui montre l'intérêt des techniques ostéopathiques viscérales dans la prise en charge de lombalgie chronique pour améliorer l'état du patient ou sa symptomatologie, plus exactement, sur du long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, ça n'a pas tellement d'intérêt de faire des techniques viscérales quand on commence à prendre en charge un lombalgie chronique ou quand on prend en charge une lombalgie aiguë. Mais si on veut avoir une amélioration lente et progressive sur du long terme du seuil de sensibilité du patient, ça peut être intéressant de lui appliquer des techniques viscérales. Justement, les 1er et 2 avril prochains, vous présiderez le congrès Ostéobio qui aura pour thème la place de l'ostéopathe dans la prise en charge pluriprofessionnelle des troubles fonctionnels du tractus gastro-intestinal. Le terme trouble fonctionnel du tractus gastro-intestinal, cela ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, ils sont clairement définis, les troubles fonctionnels gastro-intestinaux, par des critères qui ont été posés par la Fondation de Rome, qui est un consensus international de spécialistes de différents pays. Pour citer les principaux troubles fonctionnels gastro-intestinaux, on va avoir d'abord et avant tout, je pense, le syndrome de l'intestin irritable qui touche entre 10 et 20% de la population. Oui. C'est-à-dire que pour faire simple, ce sont des patients qui souffrent de douleurs abdominales qui sont en correspondance avec des troubles du transit, soit de la constipation, soit de la diarrhée. Et ça touche pas mal de gens, effectivement. On connaît tous des personnes qui sont atteintes de douleurs abdominales plus ou moins chroniques. Ça, c'est le motif de consultation principal dont on va beaucoup parler. On parlera aussi d'autres troubles fonctionnels comme la dyspepsie fonctionnelle qui touche aussi pas mal de gens. Là, c'est plus simplement des troubles de la digestion. Le reflux gastro-œsophagien, c'est une entité qui est un petit peu particulière, qu'on peut intégrer si on veut dans les dyspepsies fonctionnelles, mais la dyspepsie fonctionnelle, elle se définit simplement par la difficulté de digestion. Et au sein de ces difficultés de digestion, effectivement, il y a une entité à part qui est le fait de ressentir des régurgitations acides. Ça, c'est le reflux gastro-œsophagien. Il y a d'autres troubles fonctionnels. En fait, la Fondation de Rome en liste plus de 35.
Mais effectivement, les principaux sont là avec peut-être la constipation fonctionnelle ou les diarrhées fonctionnelles. Les motifs de constipation les plus souvent décrits. C'est plus répandu. Alors, et la prise en charge pluriprofessionnelle, de quoi s'agit-il? Quel est l'intérêt? Alors ça c'est la thématique depuis le premier congrès international ostéobio. De toute façon, l'objectif c'est le premier jour, alors en tout cas sur une des 2 journées, de recevoir un pays étranger et puis d'étudier l'application de la pratique ou de la formation en ostéopathie dans ce pays-là. Et puis sur une autre journée, on se fixe un thème qui est une pathologie, donc là en l'occurrence les troubles fonctionnels gastro-intestinaux, et on essaye d'analyser comment on peut se situer, nous, en tant qu'ostéopathes, au sein de la prise en charge des autres professions, de la prise en charge de cette problématique-là. Donc là, on va recevoir différents spécialistes qui sont aptes à traiter les troubles fonctionnels digestifs. Et quels sont les professionnels, justement, qui interviendront? Donc il y aura un gastro-entérologue qui est vraiment une référence dans le domaine, qui est le professeur Piche, qui exerce à Nice, et qui est une référence dans le domaine parce qu'il a publié de nombreux ouvrages sur les troubles fonctionnels gastro-intestinaux, plutôt des articles, y compris des articles en collaboration avec les ostéopathes, ce qui est relativement rare aujourd'hui. Et donc ça va vraiment être un honneur de le recevoir. Et puis on aura d'autres praticiens qui sont habitués à prendre en charge ces pathologies-là. Donc évidemment on aura une diététicienne qui nous expliquera l'importance de l'alimentation dans ces troubles fonctionnels. On aura également un hypnothérapeute, parce que sur les problématiques des troubles fonctionnels, c'est vrai qu'on a une dimension psychosomatique qui peut être importante, qui n'est pas systématique, il faut bien préciser les choses, mais qui peut être importante chez un certain nombre de patients. Et dans ces cas-là, cette discipline-là commence vraiment à montrer son efficacité. Et donc M. Touati, Jean Touati, va nous expliquer ça plus en détail. On aura également la venue de Arnaud Serioli, qui est kinésithérapeute, qui nous expliquera les techniques de kinésithérapie qui peuvent être pratiquées dans le cas de troubles fonctionnels digestifs. Parce que c'est vrai qu'on entend très peu parler des kinés aussi Il y a des techniques de kiné qui sont pratiquées sur le tube digestif. C'est vrai qu'on en entend peu parler, et puis dans la pratique courante de la kinésithérapie, effectivement, c'est assez peu pratiqué, mais ça existe. Et comme tous les ans, Ostéobio met à l'honneur des confrères étrangers. Pour cette édition, vous recevez des ostéopathes suédois. Pourquoi ce choix? Alors pourquoi le choix de la Suède? On s'est intéressé sur les 3 premiers congrès internationaux aux pays frontaliers. On a reçu les Suisses, on a reçu les Belges. Ensuite, on a été un tout petit peu plus loin en recevant la Grande-Bretagne. Et donc maintenant, il faut qu'on aille chercher un petit peu plus loin au-delà des frontières. Et donc, on s'est intéressé naturellement à la Suède parce que la Suède est un pays qui est assez dynamique pour la question de l'ostéopathie sur le plan international. Notre invitée l'année dernière, c'était Marika Jeffbratt, qui est ostéopathe suédoise et qui est très impliquée au plan international dans la Fédération européenne d'ostéopathie. Et donc, elle nous a permis de rencontrer l'association suédoise des ostéopathes. Alors en suédois, c'est la SOF. Je ne saurais pas le dire en suédois, mais en tout cas, c'est la SOF. Et donc, on les a rencontrés et ils nous ont accueillis très chaleureusement. Ils nous ont présenté des ostéopathes vraiment référents en Suède. Le doyen qui a fondé cette association, qui est la seule association en Suède. Et puis, on a été reçus aussi par des praticiens qui exercent dans la plus grande clinique suédoise qui est située à Stockholm, et dont Robert Shaw, qui est un philosophique docteur, qui a une énorme expérience théorique et pratique, et avec qui c'est très intéressant d'échanger. Et du coup, est-ce qu'il reste des places pour ceux qui sont intéressés de venir? Comment on fait pour s'inscrire? Alors il reste des places, effectivement. Les liens sont tous sur le site de l'école, sur le site Ostéobio. Il suffit d'aller sur le site Ostéobio et puis de télécharger le bulletin d'inscription, de le remplir et de le renvoyer. C'est pas plus compliqué que ça. Le programme du congrès est détaillé sur le site de l'école. On a aussi une présentation des intervenants qui devrait être accessible dans les jours qui viennent sur le site Ostéobio, une présentation détaillée. Oui. Voilà. Alors, je précise pour ceux qui sont intéressés que les interventions seront traduites simultanément
Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité des précédents congrès OstéoBio sur notre chaîne ostéo.tv. Et maintenant, nous allons retrouver la fameuse revue des médias en compagnie d'Alice et Nicolas, dans laquelle ils vont continuer de nous parler petits problèmes digestifs. Alice et Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui ? Alors, on attaque tout de suite avec une petite vidéo de Madame Bernadette de Gasquet, qu'on connaît déjà d'ailleurs. Donc, c'est un reportage qui a été diffusé sur le magazine de la santé où elle nous explique comment le yoga peut soulager et soigner la constipation. Je vous laisse regarder. Apprendre à respirer, à comprendre son corps pour mieux digérer, c'est ce qu'enseigne ce médecin professeur de yoga. Le côlon, il a une forme ascendante, transverse, descendant. Et on va arriver à ne plus avoir d'angles. Et c'est dans les angles que souvent les matières sont coincées, que ça fermente et qu'il y a des problèmes. En fait, je leur propose de stimuler le transit de façon simple, d'aider leurs intestins à bien fonctionner, leur foie, parce que le foie participe par les selles biliaires aussi à la digestion. Et je leur apprends surtout à bien vider, parce que si c'est bien vide, ça réenclenche au-dessus, et que le problème un peu, pour moi le problème pour les femmes, c'est quand le rectum ne se vide pas, et qu'on arrive à ce point où il faut pousser. Et pousser, c'est là où est le danger pour les femmes. Quand l'effort est important et trop souvent répété, certaines risquent une descente d'organes. Il faut donc apprendre à adopter une bonne position à la selle. Il faut toujours avoir un petit banc dans les toilettes, penché en avant, et on va avoir le dos droit, sans cambrer, juste droit. Voilà. Là, c'est bon, c'est libre à l'arrière et... Bernadette de Gasquet que l'on salue et que nous avions déjà interviewé dans l'Ostéomag numéro 6. Alors, un petit commentaire sur cette vidéo, Arnaud Crépin ? Oui, je trouve ça cohérent avec le modèle viscéral qu'on enseigne et sur lequel on va se baser au congrès international justement, parce que on modélise ça simplement avec un caisson qui est la cavité abdominale et puis des organes qui sont à l'intérieur. Et Bernadette de Gasquet apprend aux patients à comprendre, analyser et gérer le fonctionnement de son caisson, c'est-à-dire le diaphragme pelvien et puis les muscles du dos. Nicolas, autre chose à nous présenter ? On continue avec une vidéo du site Minute Facile où l'on nous explique encore une fois comment venir à bout de la constipation, mais cette fois-ci avec une approche un peu plus différente, la réflexologie. Je vous laisse regarder. Après avoir fait le tour de son alimentation et d'être sûr qu'on se nourrit bien, si c'est juste une constipation passagère, on peut essayer de s'aider, de trouver dans le pied l'intestin et d'essayer de détendre et de travailler cette zone. Et l'intestin grêle démarre, vous vous souvenez de ce petit repère osseux sur le côté, démarre ici. Toute cette zone-là, c'est l'intestin grêle. Pour pouvoir s'automasser, on place le manche sous la voûte et on roule. On roule en appuyant bien. De la même manière, de l'autre côté. Ou avec notre petite pierre. Bon là j'ai une pierre ronde, mais vous pouvez aussi avoir une balle de golf. Donc là vous mettez dessus et vous roulez. Vous appuyez. Arnaud Crépin, est-ce que vous avez un avis sur la réflexologie plantaire ? Pas un avis marqué, mais simplement je trouve que ça correspond moins au modèle que justement on peut faire du système viscéral, parce qu'il y a une interaction vraiment à distance sur des points qui ne correspondent pas à l'innervation du tube digestif. C'est moins cohérent avec le modèle qu'on a, mais ce qui ne veut pas dire que c'est moins efficace. Ça, oui, bien sûr. Je ne connais pas les études qui ont été faites sur l'efficacité de ces thérapies-là. En tout cas, c'est des petits exercices faciles à réaliser, donc pour ceux qui ont des petits soucis de constipation, n'hésitez pas à les essayer chez vous et à nous dire si ça a fonctionné ou pas. On va finir un peu plus en légèreté avec Alice. Et oui, donc une vidéo surprenante, comme à notre habitude pour la fin, avec cette fois-ci nos amis japonais au travers d'une pub humoristique pour une clinique chiropratique.
Il va se faire déstresser. À défaut d'avoir un dos solide et des intestins dynamiques, ça peut vous sauver la vie. Je vous rappelle que le 4e congrès international Ostéobio aura lieu le 1er et 2 avril prochain. Alice et Nicolas, merci pour ces sympathiques vidéos. Avec grand plaisir. Arnaud Crépin, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est naturel. Ostéomag, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.